des liquides, on va pouvoir parler de ce qui se passe entre les deux. Donc on va continuer à parler des liquides, on est bien d'accord ici, d'accord? Mais par rapport à leur phase vapeur. Et en particulier, donc on commence par l'évaporation et on commence par je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai oublié de remettre la diapo qui vous dit le numéro de téléphone, mais c'est la même chose que l'autre fois, hein, c'est www. Attendez, je dois pouvoir l'afficher, il me semble. Si je retrouve ma souris, vous la voyez, vous? Elle est là. D'habitude, j'ai l'autre écran qui me permet de m'aider. Est-ce que je suis sur le i, là? Qui voit la souris? Je ne la vois pas, la souris, de toute façon. Mais de toute façon, c'est l'adresse qui se trouve là-haut. Donc l'adresse qui se trouve là-haut, mais le numéro de téléphone, je suis désolé, je n'arrive pas à viser le i là-bas, je suis trop en travers par rapport à l'écran. D'accord? Donc, utilisez l'interface web, ce sera plus facile, avec l'adresse qui se trouve en haut, MAT19. Ah, c'est pas vrai, ça. Non, non, c'est bon, c'est reparti. Donc, on souffle sur une boisson chaude. Je vous lis la phrase en entier. On souffle sur une boisson chaude pour la refroidir avec de l'air froid. C'est ça qui est important. D'accord? C'est on souffle de l'air froid. Mais c'est pas vrai, pourquoi il passe à chaque fois sur la suivante? Il est con ce truc. Ah, elle est trop petite ma souris. Je remettrai le fond sombre parce que c'est pas génial en fait avec le fond clair. Je pensais que ça se verrait mieux, mais moi je vois plus rien, je vois plus la souris. Donc je remettrai le fond sombre. Donc on souffle sur une boisson chaude pour la refroidir. Ça, c'est pour la refroidir. Hein. Il n'y a pas de piège sur on souffle sur une boisson chaude pour la refroidir. Hein, d'accord? C'est ce qu'on fait en général. Mais on souffle parce que c'est de l'air froid. D'accord? Donc la partie importante, c'est on souffle de l'air froid. Et effectivement, en général, ce qu'on souffle, hein, c'est à 37 par rapport à une boisson qui est largement à plus de 37 degrés. Sinon, on n'a pas besoin de la refroidir. D'accord? Ça ne sert à rien. Pour l'amener en dessous de 50 en général. 50, c'est une boisson chaude, franchement chaude. Elle n'est pas fermée la question, vous pouvez continuer, d'accord, à voter tant qu'on n'a pas ouvert la suivante, mais on va avancer un tout petit peu avant de revenir sur cette réponse, d'accord? Je ne vais pas la donner tout de suite. Ce que je voulais ici, c'est donc votre a priori sur une question. On est d'accord. Et on va y revenir. On reviendra sur cet a priori. Mais là, pour l'instant, je vais avancer pour qu'on parle ensemble de ce qui se passe, en particulier quand on souffle sur une boisson chaude, mais pas que. Le principe d'évaporation, on va tous être d'accord, je pense, c'est quelque chose qui se passe entre l'interface du liquide et du gaz. On a donc une partie de l'espèce chimique qui nous intéresse qui est condensée sous forme de liquide. Formellement, ça pourrait être un solide aussi, puisque vous savez qu'on peut passer d'un solide à un gaz directement, ça s'appelle une sublimation, mais là, on va se concentrer sur la partie liquide, d'accord? Et au-dessus, un gaz. Pour pouvoir passer de la phase liquide à la phase gazeuse, il faut au moins deux conditions. D'accord? Et en fait, formellement, il faut que ces deux conditions-là. Il faut être à la surface. Ça paraît con à dire, mais quand on est tout au fond du récipient,
il y a peu de chances qu'on puisse réussir à passer directement à la surface. Sauf dans un cas, et on le verra tout à l'heure. Mais si on est au fond du récipient, on ne passe pas à la surface. Donc, il faut remonter jusqu'à la surface pour avoir des chances de partir dans le gaz. Et la deuxième condition, c'est de quitter cette surface. Oui, je sais, ça paraît encore plus con comme phrase, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça. Prenons le être à la surface. Ça a une implication qui est très importante. S'il faut être à la surface, la même quantité de liquide ne va pas s'évaporer à la même vitesse si j'ai une petite surface de contact ou si j'en ai une grande. Ça sous-entend que plus cette surface est grande, pour un volume donné, on est bien d'accord, hein, plus le taux d'évaporation pourra être important, puisque le contact entre les deux va être plus important. Mais ça, vous le savez, pourquoi vous vous frottez les mains sous le sèche-main qui fonctionne très inefficacement, on va dire simplement, d'accord ? Qu'on trouve dans les toilettes. Mais vous êtes en train de répartir les gouttes d'eau que vous avez sur les mains sur une surface qui est maximale, de manière à ce que l'évaporation soit la plus grande possible. C'est à ça que ça sert, de se frotter les mains sous le flux d'air. D'accord ? Maximiser la surface de contact. Parce que la dernière goutte qui est là au milieu, si vous la laissez simplement poser sur votre main, elle va mettre plusieurs dizaines de secondes, probablement même plusieurs minutes, à s'évaporer par elle-même. Alors que si vous la frottez, vous l'étalez, vous maximisez énormément la surface de contact, l'interface entre le gaz et le liquide, et donc l'évaporation ira d'autant plus vite. Vous doublez la surface, vous doublez le taux d'évaporation. Ce n'est pas compliqué. Donc, une surface qui est importante. Je diminue la surface, je diminue le taux d'évaporation. De fait, gardez-le en mémoire, on en aura besoin tout à l'heure. Ensuite, quitter la surface. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir quitter la surface ? Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle, au départ, on avait un liquide. Et oui, on a un liquide parce que ces molécules-là, j'utilise le terme de molécules de manière générique, hein, ça pourrait être des atomes, on est bien d'accord, mais je vais dire molécules, d'accord, histoire de simplifier les choses. Mais vous comprenez bien que ça dépend de la nature de ce liquide-là, mais ça pourrait très bien être des atomes. Ici, on va parler de molécules, c'est plus courant. Ces atomes, ces molécules, sont liés à leurs voisines. D'accord ? Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu tout au début, premier cours. Si les interactions entre les molécules sont plus importantes, ou en tout cas du même ordre de grandeur que les liaisons interatomiques, liaisons de Van der Waals essentiellement, d'accord ? Eh bien, on aura un liquide. Ça veut donc dire que quand j'ai une molécule qui est dans le liquide, voire même à la surface du liquide, elle est liée par des liaisons de Van der Waals à toutes ses voisines. Toutes ses voisines uniquement en dessous, bien entendu. Au-dessus, il n'y en a pas. Donc, une molécule qui est à la surface est déjà moins liée à ses voisines qu'une molécule qui est à la surface. D'accord ? Elle a des liaisons uniquement par-dessous. Elle est déjà un peu moins retenue que les autres. Et si la température est relativement élevée, elle a une agitation thermique, donc des mouvements un peu désordonnés dans tous les sens. Donc elle a une énergie cinétique qui est non négligeable. Pour devenir gaz, il faudra qu'elle ait une énergie une énergie cinétique qui soit supérieure à ces énergies de liaison, de manière à pouvoir s'en libérer. Okay ? Oui, mais si j'ai un liquide, c'est que c'est à peu près du même ordre de grandeur, donc il n'y a pas de raison qu'elle puisse se libérer. Ben si, justement par rapport au deuxième élément qu'on a vu, je vous avais dit qu'on en reparlerait, la constante de Boltzmann, et plutôt de la répartition énergétique, d'accord ? C'est le graphique qu'on a sur le côté, la répartition énergétique en fonction de la température. À une certaine température donnée, on n'a pas une énergie précise. On a une dispersion des énergies cinétiques, majoritairement centrée autour d'une valeur,
qui dépendent de la température, mais majoritairement centrées, ça veut dire qu'il y en a qui ont beaucoup moins et d'autres qui ont beaucoup plus. Si la quantité d'énergie qu'il faut pour pouvoir se libérer, c'est cette valeur que j'ai indiquée ici, d'accord ? Ça correspond à l'énergie cinétique minimale qu'il faut pour être un peu plus que les énergies de Van der Waals, donc potentiellement pouvoir se libérer. Eh bien, vous voyez que si on est à la première température, la courbe rouge, moins 100 degrés ici, mais on s'en fout, ce n'est pas ça qui est important, c'est la forme. Il y a juste ça, le petit chicorps rouge qui dépasse ici, cette quantité-là, c'est-à-dire moins de 1% des molécules du liquide qui ont suffisamment d'énergie pour éventuellement pouvoir se libérer. Si par contre la température est un peu plus élevée, j'aurai tout ça cette fois-ci, de molécules qui vont pouvoir se libérer. Pas toutes, évidemment, mais une proportion qui est nettement plus importante. Et si je continue à augmenter la température, vous voyez qu'ici, on a pratiquement 50% des molécules qui ont suffisamment d'énergie, et certaines en ont vraiment largement plus que ce qu'il faut, d'accord, qui vont pouvoir avoir suffisamment d'énergie, si elles sont à la surface, pour casser leur chaîne, entre guillemets, et pouvoir devenir des gaz. Donc, 1, il faut être à la surface. 2, il faut avoir suffisamment d'énergie. Et pour avoir suffisamment d'énergie, eh bien, il faut être dans la proportion, d'accord, de répartition des molécules qui auront une énergie supérieure à l'énergie de libération, on va appeler ça comme ça. D'accord ? Alors, une fois qu'on a ça, on en déduit que cette vitesse d'évaporation, elle va dépendre de quoi ? De la surface, c'est une évidence. Mais surface, ça change beaucoup, selon les objets, selon les trucs comme ça. On ne pourrait pas régler le problème pour un liquide donné, dire son taux d'évaporation, c'est ça, quelle que soit sa surface. Oui, c'est ce qu'on fait en général. Enfin, on triche. Au lieu de donner un taux d'évaporation pour l'objet complet, on va dire par telle surface, par centimètre carré, par mètre carré, par kilomètre carré. D'accord ? Donc on va ramener ce taux d'évaporation à une surface standard, ça simplifiera les choses. Donc éliminer le fait que l'évaporation dépend de la surface, ce n'est pas dur, il suffit de donner un taux d'évaporation par unité de surface. Pour la peau, par exemple, on le donnera par centimètre carré ou par mètre carré. Pour un champ, on dira plutôt en hectares ou en kilomètres carrés. D'accord ? On va ajuster à la taille de l'objet qui est considéré. Donc ça, c'est facile à régler. Ça va dépendre, bien entendu, aussi de l'énergie des forces de Van der Waals. Ben oui, plus les forces de Van der Waals sont grandes, plus les molécules seront retenues, plus ce sera difficile de les faire quitter la surface. Et de la température, puisque la température, c'est la quantité d'énergie qu'on fournit à ces molécules qui leur permettra justement de dépasser l'énergie des forces de Van der Waals et donc de se libérer. Et ça va ressembler à ça. Il faut que je retienne ça. Non, ce n'est pas la peine de le retenir. Vous avez vu, c'est en grisé. Pour vous signifier, je vous montre à quoi ça ressemble, mais vous ne le retenez pas, ça ne sert à rien ici. Par contre, la forme de cette équation, elle, est caractéristique. Dès l'instant où on a des paramètres, quels qu'ils soient, qui dépendent d'une distribution de type Boltzmann, on va avoir une formule qui va ressembler à ça. Tout le temps. D'accord ? Elle va ressembler à ça, à une forme qui prend cet aspect-là, à savoir une exponentielle négative en inverse de la température. Et on va retrouver cette formule-là de nombreuses fois en thermo en particulier. On les retrouvera, parce qu'elles dépendent de la répartition énergétique de Boltzmann. Mais il n'y a pas l'énergie de Van der Waals là-dedans. Si. Elle est intégrée dans le delta H que vous avez là, qui est l'enthalpie d'évaporation, la quantité d'énergie qu'il faut pour évaporer une mole de composé. Donc elle est comprise à l'intérieur. D'accord ? Elle est là-dedans, l'énergie des forces liée à la rupture des forces de Van der Waals. Donc elle est comprise là-dedans. Donc ça,
vous comprenez bien que c'est fixé à une température donnée. Donc quand on est à une certaine température, pour une unité de surface définie, cette quantité de molécules qui peuvent quitter la surface, elle est fixée. D'accord? Elle est fixée. Je vais la noter ici, puisque c'est une constante à une température donnée, kV. V pour vapeur, hein, évaporation. Voilà. Ça veut donc dire que par rapport à ma surface, le taux d'évaporation, la vitesse avec laquelle ça s'évapore par unité de surface, ne dépend que de ce kV, d'accord, qui est une constante à une température donnée. J'augmente la température, ce sera un peu plus grand, on est bien d'accord. S'il y a des molécules qui quittent la surface, ça veut donc dire que je vais avoir un gaz dont la pression partielle sera notée PA. D'accord? C'est logique. Ce PA, bien entendu, respecte la loi des gaz parfaits. On est dans les solutions idéales, les solutions parfaites, hein, d'accord? Donc, Na RT sur V. Qu'il y ait un autre gaz ici ou pas, on s'en fiche. Ce qui a permis à ma molécule de se libérer de la surface, c'est son énergie par rapport à l'énergie des liaisons de Van der Waals. S'il y a autre chose au-dessus de lui, il s'en fiche, d'accord? A priori, puisque dans le gaz, il n'y a pas d'interaction. Donc s'il y a d'autres gaz présents, ça, c'est sa pression partielle. S'il n'y a pas d'autres gaz, c'est la pression totale, tout simplement. Et qu'il y ait un autre gaz ou qu'il n'y ait pas d'autre gaz, on va obtenir la même valeur de PA qui ne dépend que de ce kV, a priori pour le moment. Oui, mais si ça s'arrête là, la pression, elle doit augmenter tout le temps, puisque je suis tout le temps en train de faire sortir des molécules. Oui, mais sauf que dans ce gaz, il y a forcément aussi une répartition énergétique qui suit la loi de Boltzmann. Donc dans ce gaz, il y a forcément aussi des molécules qui ont peu d'énergie. Si elles sont proches de la surface avec peu d'énergie, leur énergie cinétique sera inférieure à l'énergie de liaison du liquide. Elles vont retourner dans le liquide. À quelle vitesse? Eh bien, à une vitesse qui va dépendre de l'énergie cinétique qu'elle possède, la température, l'énergie de liaison, l'énergie de Van der Waals, et puis la quantité de molécules disponibles. L'énergie cinétique et les liaisons de Van der Waals, ça va être un K qui va ressembler comme 2 gouttes d'eau au précédent, d'accord? Et puis la quantité de molécules qui est disponible, elle est forcément proportionnelle à la pression du gaz. Plus la pression est importante, plus il y a de molécules de gaz, donc potentiellement, plus il y en a qui pourront retourner dans le liquide. On a donc une vitesse d'évaporation, une vitesse de condensation, de liquéfaction en l'occurrence ici, d'accord? Et il y a bien un moment ou un autre où les deux vont être égales. En gros, on va évaporer à la même vitesse que l'on va condenser, que l'on va liquéfier. Et quand on aura atteint ce stade-là, c'est-à-dire que la pression sera suffisamment haute pour que le taux de retour égale le taux de départ, on aura atteint un équilibre. La pression du gaz, la pression partielle du gaz, va se stabiliser, de fait, puisque si on l'augmente, on va condenser plus vite que l'on évapore. D'accord ? Si elle baisse, on va évaporer plus vite, donc elle va se stabiliser à une certaine valeur. Cette valeur-là, et vous voyez qu'elle est simplement égale au rapport des deux constantes qui dépendent uniquement de l'évaporation, des forces et puis de la température, d'accord ? Cette valeur-là, on la note avec une étoile ou quelquefois un petit zéro, d'accord ? Et on va lui donner un nom particulier qui est, il est en tête de la diapo depuis le début, on l'appelle la tension de vapeur. La tension de vapeur, c'est donc la pression partielle que va prendre la vapeur d'un liquide, d'accord ? Quand ce liquide est pur, parce qu'ici le liquide est pur,
à une température donnée. On appelle ça aussi la pression de vapeur saturante. On ne peut pas aller au-delà, voilà ce que ça veut dire saturante. D'accord? La pression de vapeur saturante. Ou la tension de vapeur. Donc la tension de vapeur, ce sera la pression que va prendre le gaz au-dessus du liquide quand on est à l'équilibre, le liquide étant pur à une température donnée. Vous avez tous bien compris que si j'augmente la température, de fait, je vais augmenter cette pression de vapeur. Donc cette tension de vapeur va dépendre très fortement de la température. Ça aussi, c'est une question. Ne vous inquiétez pas, on va arriver. Je vous repose une autre question. Non, il n'y a rien à faire. On y répondra aussi. Je n'arrive pas à voir ma souris, je ne peux pas voir la souris. Donc je vous lis la phrase en entier. D'accord ? Dans un hammam, la transpiration, j'espère que vous avez déjà tous eu l'occasion de bénéficier du plaisir que peut procurer un hammam. Donc vous êtes déjà tous allés dans un hammam. Dans un hammam, alors, il fait très très humide et chaud. Chaud, pas très chaud. Très chaud, c'est un sauna. D'accord ? Dans un sauna, on voisine les 100 degrés Celsius. Dans un hammam, on tourne plutôt aux alentours de 40-50 degrés. 55 quand il est vraiment très chaud, trop chaud d'ailleurs. En fait. Okay ? Donc on est aux alentours des 50 degrés, très très humide. Et la phrase qui vous est posée, c'est dans un hammam, la transpiration ne peut pas s'évaporer, et c'est pour ça qu'on a très chaud, parce qu'on ne peut pas transpirer. D'accord ? Réponse, oui, non. Et on en discute plus tard aussi. Enfin, juste après, là. Pour le coup, là, je vais vous donner la réponse relativement rapidement. On en discute juste après. Donc, dans un hammam, on ne peut pas transpirer. C'est la croyance populaire. Hein, d'accord ? J'ai juste transcrit ce qui se dit dans un hammam. D'accord ? Tu as super chaud parce que tu ne peux pas transpirer. L'air est tellement humide, d'accord, que tu ne peux pas transpirer. Donc, si tu ne peux pas transpirer, tu chauffes. Parce que la transpiration, ça sert à ça, à nous refroidir. Alors, comme vous pouvez le voir, les résultats sont extrêmement balancés. Je soupçonne certains d'entre vous d'avoir commencé à comprendre que quand je pose une question dont la réponse semble évidente, la réponse n'est pas celle que l'on pense. Pourtant, tous ceux qui sont déjà allés dans un hammam, vous avez tous bien constaté qu'effectivement, on se couvre très rapidement, on est trempé, on est rentré sec éventuellement, et au bout de quelques minutes à peine, on est trempé. Donc c'est bien que la sueur ne peut pas s'évaporer. Et ce n'est pas logique de raisonner comme ça. Vous avez vu, on l'a vu précédemment, dans ce qu'on a placé comme équation. La vitesse d'évaporation ne dépend que de la température, en fin de compte. Et si elle dépend que de la température, le fait qu'il y ait déjà de l'eau dans l'air n'a aucune espèce d'importance sur le fait que les molécules d'eau que je génère par transpiration vont pouvoir s'évaporer. Mais si elles s'évaporent, pourquoi je suis mouillé au bout de quelques minutes ? Ce n'est pas parce que votre sueur ne s'évapore pas, c'est parce que vous êtes froid. Ben oui, à 37 degrés, température qui va légèrement monter quand vous êtes dans le hammam, parce que la surface de la peau, elle va chauffer un petit peu, d'accord ? Vous allez monter facilement à presque une quarantaine de degrés sans difficulté. 40, 41, 42, ce n'est pas impossible, d'accord ? Vous allez monter un peu en température. Mais c'est quelques 40 degrés. C'est toujours moins que la température de l'air qui vous entoure. D'accord ? Donc, fondamentalement, vous êtes froid par rapport à l'air qui vous entoure. Si vous êtes froid, cet air saturé d'humidité qui se trouve autour de vous va être localement au contact de votre peau, refroidi, vous êtes d'accord ? S'il est refroidi, ça veut dire que cet air-là
va se condenser plus vite. Ben oui, puisque la température est plus basse, d'accord, la condensation va se faire plus rapidement, il y aura plus de molécules dont l'énergie sera faible et qui vont pouvoir se condenser. Donc, si vous êtes couvert d'eau dans un hammam, ce n'est pas parce que votre sueur ne s'évacue pas, c'est parce que l'humidité de la pièce se condense à toute vitesse sur votre peau qui est légèrement plus froide. Et ces molécules d'eau qui sont en train de se condenser sur votre peau, elles sont chaudes, relativement chaudes quand même. Elles sont quasiment à la température de l'air qui est autour. Donc elles vous apportent de la chaleur. Si vous avez chaud dans un hammam, c'est très peu à cause de la température qui est autour de vous et beaucoup parce que l'eau qui est contenue dans l'air qui vous entoure est en train de se condenser sur vous et de vous céder de très très grandes quantités d'énergie. Changer la température d'un corps, ça réclame finalement assez peu d'énergie. Vous allez voir ça en thermo bientôt. Par contre, changer de phase, passer de gazeux à liquide, ça réclame, on l'a vu dans les diapos, de très grandes quantités d'énergie. Donc quand on passe de gaz à liquide, on va céder beaucoup d'énergie et donc réchauffer très rapidement le corps qui accueille cette énergie. Donc on chauffe dans un hammam parce que l'eau, vapeur qui nous entoure, est en train de se condenser sur la peau, ce qui produit deux effets, on est mouillé et on se réchauffe très très rapidement. Donc on ne se réchauffe pas dans un hammam parce qu'on ne peut pas transpirer, on transpire et cette transpiration s'évapore, mais parce que cette évaporation se fait moins vite que la condensation qui vous apporte de très grandes quantités de chaleur. C'est pour ça qu'on a chaud dans un hammam. Et c'est différent de ce qui se passe dans un sauna. Dans un sauna, on est entouré d'air sec, d'accord, très sec, à très haute température, ce qui permet à la transpiration de s'évaporer très vite et donc de nous rafraîchir, ce qui permet de supporter des températures qui sont bien plus élevées, de l'ordre d'une centaine de degrés. 100 degrés, d'accord, dans un hammam, ça ne s'appelle pas un hammam, ça s'appelle un bain vapeur pour cuire les pommes de terre. Et effectivement, on supporterait ça vraiment très 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 peu de temps. Parce que vous imaginez bien que si on met un corps à 37 degrés dans un bain de vapeur à 100, d'accord, la différence de température entre les deux étant très faible, la condensation sur la peau va se faire très 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 rapidement et donc la montée en température de la peau extrêmement rapidement. Donc, des brûlures qui sont quasiment instantanées. Par condensation, on est bien d'accord. C'est bon pour tout le monde? Donc attention, vous allez l'entendre celle-là, elle est fausse. Enfin, elle est fausse, elle n'est pas directement exacte en tout cas. Allez, on continue. Celle-là, vous y réfléchirez tranquillement, d'accord? C'est plus efficace de souffler sur cette soupe avec un sèche-cheveux ou de souffler avec la bouche. Et vous ne répondez pas simplement l'un ou l'autre, le plus absurde des deux a priori, juste parce que vous essayez de comprendre pourquoi c'est la réponse a priori absurde qui est la bonne. Ok? Pour l'instant, vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous avez presque tous les éléments, vous n'avez pas encore tout à fait tous les éléments pour répondre à celle-ci. Allez, on continue. Je reprends mon système ici. Donc, j'ai un taux d'évaporation, un taux de condensation qui vont s'équilibrer, qui fait que mon liquide pur va être en équilibre avec une certaine tension de vapeur. Et encore une fois, ce liquide, ça pourrait être un solide, ça ne change rien au raisonnement. D'accord? Absolument rien au raisonnement. Dans ce cas, on aurait une sublimation à la place d'une évaporation, mais ça change fondamentalement rien au raisonnement. J'aurais pu avoir un solide en plus.